Donc, après avoir vu donc les concepts de base de la technologie web J2E, principalement donc Servlet, JSP et MVC. Donc, comme je disais, dans la pratique, pour développer des applications web J2E, donc généralement vous avez besoin d'utiliser un framework. Et donc, parmi les frameworks qui sont populaires, qui sont très utilisés, il y a Spring MVC. Donc, on va s'intéresser donc à Spring MVC dans un premier temps. Donc, on va essayer de voir comment l'utiliser dans une application en utilisant le modèle rendu HTML côté serveur, comme je disais. Et par la suite, nous allons voir comment utiliser le modèle rendu HTML côté client. Alors, pour comprendre comment fonctionne Spring MVC, donc voilà l'architecture. Donc, si vous travaillez avec Spring MVC, alors vous disposez Alors, si vous travaillez avec Spring MVC, ben, tout simplement, Spring MVC, il vous donne une servlette qui s'appelle Dispatcher Servlet. Alors, donc, Dispatcher Servlet va jouer ce qu'on appelle le rôle des contrôleurs frontal, c'est-à-dire du contrôleur principal de l'application. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, si vous travaillez avec Spring MVC, vous n'aurez plus besoin de créer de contrôleur servlet parce que le framework vous donne une servlette générique qui va s'occuper d'une bonne partie des codes techniques de votre application. Et bien tout simplement, le client, quand il envoie la requête vers le serveur, et bien toutes les requêtes vont passer d'abord via Dispatcher Servlet. Donc Dispatcher Servlet, c'est une servlette qui est fournie par Spring MVC. Ben, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur Dispatcher Servlet? Et bien tout simplement, pour chaque requête, il fait appel à ce qu'on appelle un contrôleur. En fait, c'est quoi le contrôleur? C'est une classe que vous allez créer, une simple classe. Ce n'est pas une servlette, c'est une simple classe dans laquelle vous allez définir des méthodes. Action 1, action 2, etc. De façon à ce que quand vous tapez par exemple http localhost / action 1, et bien qu'est-ce qu'il fait Dispatcher Servlet? Il fait appel à la méthode action 1. Si vous mettez par exemple /action 2, Dispatcher Servlet va appeler la méthode action 2. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on met dans le contrôleur? C'est les méthodes que vous voulez exécuter à chaque fois que j'envoie une requête HTTP. Et après, on va voir que Dispatcher Servlet, on a besoin de faire ce qu'on appelle le mapping entre l'URL et l'action. C'est-à-dire pour cette URL, j'exécute cette méthode. Pour cette URL, j'exécute cette méthode. Alors quasiment la majorité des frameworks, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quelles que soient les technologies, c'est comme ça que ça marche. Alors, donc, dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on fait appel au traitement. Donc, on fait les traitements, c'est toujours la couche métier de l'application. On récupère les résultats. Une fois qu'on récupère les résultats, et bien, ces résultats, on va les stocker dans le modèle. Alors, si vous voulez faire un rendu HTML côté serveur, eh ben, il faut stocker les résultats dans le modèle. Ben, le modèle Spring MVC fournit un modèle qui se forme d'un objet de type HMAP dans lequel on va stocker les résultats. Ben, une fois qu'on stocke les résultats, et ben, on va retourner une vue. Donc le contrôleur va retourner à Dispatcher Servlet la vue qui va se charger de générer le rendu. Et donc qu'est-ce qu'il fait Dispatcher Servlet? Ben, il fait appel à la vue, il fait un forward vers la vue. Okay. Donc il fait un forward vers la vue. Et la vue, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la même chose, il va récupérer les résultats à partir du modèle et puis il va générer le rendu HTML qui va être envoyé vers le client. Donc c'est-à-dire on est toujours dans la même logique de tout à l'heure, c'est du MVC, n'est-ce pas? Sauf que cette fois-ci, vous n'aurez plus besoin de créer de servlette parce que vous allez utiliser une servlette qui est fournie par Spring MVC. Alors votre travail tout simplement, c'est de créer les contrôleurs, ce qu'on appelle, on les appelle les contrôleurs, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle les sous-contrôleurs. Parce que normalement, le contrôleur principal, c'est quoi? C'est Dispatcher Servlet. Et après, les contrôleurs que vous créez, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs secondaires ou bien des sous-contrôleurs. Donc, vous aurez besoin de créer les contrôleurs et de créer les vues.
Alors maintenant pour les vues. Alors avec Spring MVC, Spring MVC ne vous impose pas une technologie particulière pour créer les vues. C'est-à-dire qu'avec JSP, dans Spring MVC, vous pouvez utiliser JSP pour générer les vues, mais JSP c'est à oublier. C'est-à-dire si vous utilisez les frameworks, JSP c'est une mauvaise affaire. Il ne faut jamais utiliser JSP quand vous utilisez les frameworks. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup mieux que JSP. Alors qu'est-ce qui est mieux que JSP? Il y a ce qu'on appelle des moteurs de template. Donc c'est-à-dire si vous voulez générer des codes HTML côté serveur, donc au lieu d'utiliser JSP, on va utiliser des moteurs de template. Alors parmi les moteurs de template qui sont populaires, il y a un moteur de template qui s'appelle Themeleaf. Alors Themeleaf, c'est un moteur de template qu'on va utiliser. C'est lui qui va nous permettre de générer facilement les vues. Alors à part Themeleaf, il y a d'autres moteurs de template qu'on peut utiliser, comme par exemple FreeMaker. Comme par exemple Groovy Template, etc. Donc, c'est-à-dire il y a des moteurs de template et Spring MVC ne vous impose pas une technologie particulière. C'est-à-dire c'est à vous de choisir quel est le moteur de template qui vous convient. Alors peut-être si vous avez déjà l'habitude de travailler avec un autre langage, avec un moteur de template particulier dont vous avez l'habitude de connaître la syntaxe, alors peut-être si vous allez vers Spring MVC, vous cherchez, est-ce que vous avez une implémentation Java du même moteur de template, comme ça vous gardez les mêmes éléments syntaxiques. Alors pour les gens qui travaillent avec PHP, notamment avec Symfony, souvent ils utilisent des moteurs de template comme Twig. Je ne sais pas Twig, vous connaissez Twig, c'est un moteur de template. Dans tous les frameworks, généralement, il y a des moteurs de template qui sont faits pour faciliter la génération des codes HTML côté serveur. Alors dans notre cas, nous allons utiliser le moteur de template Themeleaf. Alors voilà, donc pour comprendre comment ça marche Spring MVC, vous avez un résumé ici. Alors généralement, quand vous envoyez une requête HTTP, par exemple http/index, eh bien, la requête, qu'est-ce qu'il va recevoir la requête? C'est dispatcher servlet. Dispatcher servlet, à chaque fois qu'il reçoit une requête, ben, il fait appel au contrôleur. Alors c'est quoi un contrôleur Spring MVC? Eh bien, c'est une classe que vous allez créer. Par exemple, ici j'ai une classe qui s'appelle produit controller. Alors pour que ce soit un contrôleur Spring MVC, on doit utiliser la notation controller. Alors le contrôleur, c'est une classe qui utilise la notation controller et dans laquelle on va créer des méthodes. Par exemple, ici, je vais créer une méthode qui s'appelle liste produit. Et moi, je voudrais que cette liste produit, je voudrais qu'elle soit appelée contexte. Quand j'envoie une requête HTTP, avec quelle méthode? Get, avec quel path /index. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites, quand une requête HTTP est envoyée avec get, avec quel path /index, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire dispatcher servlet? Il va faire appel à cette méthode. Donc, pour faire le mapping entre l'URL et la méthode du contrôleur, ben, on va utiliser des annotations. Alors, parmi les annotations, il y a getMapping, c'est-à-dire que si une requête HTTP est envoyée avec get, avec tel path, j'exécute cette méthode. On va trouver postMapping, c'est-à-dire si la requête est envoyée avec post. Donc, c'est-à-dire, au lieu de créer une servlette avec la méthode de get, de post, avec plein de code, et bien tout simplement, vous avez quelques annotations qui vont vous permettre de dire tout simplement à votre application web, quand une requête est envoyée avec cette URL, voilà la méthode à exécuter, ainsi de suite. Alors maintenant, donc si j'envoie la requête avec get/index, cette méthode va s'exécuter. Alors cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? On va faire les traitements. Par exemple, on a besoin d'accéder à la base de données pour récupérer la liste des produits. Et nous avons vu la dernière fois que pour accéder à la base de données, vous aurez besoin de créer une interface qui s'appelle produit repository, par exemple, qui est basée sur Spring Data. Ben, il suffit donc de déclarer dans le contrôleur un objet de type produit repository et vous faites l'injection des dépendances avec AutoWire. Et du coup, donc, quand j'appelle la méthode liste produit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on appelle
produit repository find all. Alors techniquement parlant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire appel à la couche métier. Alors dans notre cas, en réalité, c'est la couche DAO pour faire les traitements. Alors c'est quoi les traitements qu'on va faire? On veut récupérer la liste des produits. Donc vous voyez, donc j'appelle la couche métier, je fais les traitements, je récupère le résultat. Le résultat, c'est la liste des produits. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut stocker le résultat dans le modèle. N'est-ce pas? Alors pour stocker le résultat dans le modèle, maintenant vous avez besoin d'utiliser, dans votre méthode, vous déclarez un objet de type modèle. C'est fourni par Spring MVC. Et bien tout simplement, un modèle, c'est un objet de type map, key value. Alors pour ajouter des données dans le modèle, il suffit d'utiliser modèle.add_attribute. On va ajouter un attribut. Cet attribut s'appelle liste produit. Je l'appelle liste produit, donc c'est ça. Et qu'est-ce que je vais mettre comme données? Ben, je vais mettre la liste des produits. Donc c'est-à-dire que j'accède au modèle, ben, je vais stocker un attribut qui s'appelle liste produit dans lequel je mets la liste des produits. Donc vous voyez donc en deux lignes, j'appelle la couche métier, je récupère le résultat et je stocke le résultat dans le modèle. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il faut retourner la vue. On va retourner le nom de la vue qui va être utilisé pour pouvoir afficher ces résultats. Et bien tout simplement, je vais retourner ici vue, comme ça. C'est une chaîne de caractères. Ben, qu'est-ce qu'il fait dispatcher servlet? Donc parce que return, on va retourner à qui? À dispatcher servlet. Donc dispatcher servlet, lui, il va chercher la vue. Par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle vue.html. Mais vue.html, ce n'est pas une page JSP, n'est-ce pas? C'est une vue qui va être traitée par un moteur de template. Donc dans notre cas ici, on va supposer qu'on va utiliser le moteur de template qui s'appelle TeamLeaf. Donc qu'est-ce qu'il va faire dispatcher servlet? On fait appel à TeamLeaf, les rois moteurs de template, et on va lui demander de traiter à de la vue, côté serveur. Ben, qu'est-ce qu'il va faire TeamLeaf? Et bien, tout simplement, si vous voulez créer une vue basée sur TeamLeaf, vous voyez donc ça ressemble à une page HTML. Mais dans cette page HTML, on va déclarer des librairies qui sont liées à TeamLeaf. Alors pour cela, on va utiliser donc la notation XML. On va utiliser ce qu'on appelle les namespaces. Dans HTML, je déclare XML_NS, namespace. On va déclarer un namespace dans le préfixe égal TH. Donc je l'appelle TH, comme ça. Et la librairie de TeamLeaf se trouve ici, donc en fait, dans cette librairie-là, le namespace, c'est http://www.teamleaf.org. Donc, c'est-à-dire, vous déclarez la librairie TeamLeaf dans votre page. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux afficher cette liste des produits. Je vais l'afficher côté client. Je veux afficher un tableau qui contient un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes qui m'affichent les produits. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, en HTML, si vous voulez créer une ligne, bien sûr, pour créer un table, je n'ai pas fait tout ça. Vous faites table, tr, th, etc. Et puis, donc, vous voulez générer donc, les lignes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tr. Et dans tr, on va utiliser, regardez, on va faire une boucle. Et pour faire cette boucle-là, on va utiliser th, each. th de point each. Alors, c'est quoi th? th, what TeamLeaf? Each, ça veut dire for each. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous dites à TeamLeaf, je veux faire une boucle et je veux générer pour chaque quoi? For each. Regardez, donc on va utiliser pour chaque P, de points, pour chaque produit P, de points, de quoi? De la liste. Mais cette liste, il va la chercher où? Il va la chercher dans le modèle. Et si vous voulez indiquer à TeamLeaf d'aller vers le modèle pour chercher la liste, il suffit d'utiliser $ entre accolades. Donc, c'est la syntaxe qui est utilisée par TeamLeaf. Donc, $, entre accolades. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Liste, produit. Donc, automatiquement, TeamLeaf, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans le modèle, liste, produit. Il va récupérer une liste. Il fait for each pour chaque produit P. Donc, vous voyez, donc, pour chaque produit P. Après, on va afficher dans chaque TD, chaque cellule. D'accord? Donc, je vais afficher, entre TD et /TD, je vais afficher quoi? Eh bien, je vais afficher un texte. Si vous voulez afficher un texte, on va utiliser encore th de point texte. Je veux afficher un texte
Et la valeur de ce texte-là, c'est quoi? C'est une expression dollar entre accolade, P. Alors, c'est quoi P? Vous voyez, P, c'est un produit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans le produit? C'est l'attribut ID. Et je fais la même chose. J'affiche P.désignation, P.prix, P.quantité. Vous voyez donc ce que vous voyez là, ce n'est pas du JSP, n'est-ce pas? Parce que vous n'aurez plus besoin. Je n'ai l'inconvénient de JSP, deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que dans JSP, vous écrivez des codes Java, n'est-ce pas? Parce que dans une page JSP, il faut à un moment donné écrire des codes Java. Et vous savez que généralement, un web designer, quand on génère les vues, ben forcément, on n'aime pas trop écrire des scripts, on n'aime pas trop écrire du code. Mais ici, pour une page basée sur TeamLeaf, vous voyez donc, il n'y a pas du code, il n'y a que du HTML et des notations XML avec des namespaces. Et généralement, ça c'est beaucoup mieux. C'est le premier inconvénient de JSP. Le deuxième inconvénient de JSP, voici qu'une page JSP, elle est convertie en servlet. C'est-à-dire une page JSP, elle devient en réalité une servlet. Et comme ça devient une servlet, ça veut dire qu'il suit le cycle de vie d'une servlet. Ben, il dit quoi donc du moment que c'est une servlet, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser un cache. Non, un cache, parce que vous savez que quand vous générez des codes HTML côté serveur, c'est beaucoup de travail. Généralement, vous avez besoin de ce code HTML que vous générez, on le place dans un cache. Et comme ça, s'il y a une autre requête qui demande la même chose, ce n'est pas la peine encore de régénérer, on va lui donner le résultat qui se trouve dans le cache. Donc avec JSP, on ne peut pas faire ça. Et bien tout simplement, contrairement au moteur de template, non. Donc un moteur de template, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire cette vue, il va faire les boucles, il génère le code HTML. Mais ce code HTML-là, il va le garder dans le cache. Et comme ça, la prochaine fois, si je demande la même vue, donc au lieu de refaire le travail, il donne le résultat qui se trouve dans le cache. Donc ça accélère la génération des vues. Donc voilà la raison pour laquelle les moteurs de template sont beaucoup mieux que l'utilisation de JSP. Quand est-ce qu'on utilise JSP? Uniquement si vous n'utilisez pas de framework. Vous voulez juste créer une simple page en entreprise, on vous demande, on veut juste une page, on veut faire afficher une liste de quelque chose et que vous n'avez pas, vous voulez juste faire une simple page JSP pour bricoler une solution comme ça. Donc, c'est-à-dire si vous ne travaillez pas avec un framework, encore, supposons vous développez une application IoT par exemple, Internet of Things, et que vous voulez par exemple, vous voulez créer une application web à l'intérieur par exemple d'un système embarqué, n'est-ce pas? Vous voulez mettre une application dans un système embarqué, un petit gadget IoT, et donc tout simplement, par exemple un routeur, ou bien vous voulez mettre une application web et que vous ne voulez pas utiliser un framework parce que le framework quand même c'est beaucoup de librairies. Alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser JSP parce que JSP par exemple ou bien Servlet, vous n'utilisez pas d'autres librairies, etc. Donc ça c'est des situations dans lesquelles on peut utiliser JSP. Mais généralement, pour les applications d'entreprise, vous oubliez JSP. Donc dans notre cas, on va utiliser le moteur de template TeamLeaf. Alors oui, donc ça c'est comme ça que ça marche en fait Spring MVC avec un moteur de template TeamLeaf. Si vous travaillez comme ça, c'est ce qu'on appelle quelle architecture? C'est le rendu HTML côté serveur. Alors maintenant, si vous voulez travailler avec le rendu HTML côté client, voilà ce que vous allez faire. Vous voyez donc ce qui va se passer, c'est que dans le rendu HTML, oui. Est-ce que vous pouvez revenir Oui. slide, please? Oui. J'ai pas bien compris comment on fait passer la liste des produits du contrôleur à la... Oui. Alors, en fait, le contrôleur, quand on envoie la requête, on appelle le contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer la liste et après, il accède au modèle, les WADA. Donc, dans le modèle, on va stocker un attribut qui s'appelle liste produit dans lequel on va stocker la liste des produits. Jusque-là, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, très bien. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous retournez la vue, le nom de la vue, qu'est-ce qu'il fait Dispatcher Servlet? Maintenant, si vous voulez savoir réellement ce qu'il fait, Dispatcher Servlet, il va faire ça, regardez.
il va faire ça. Dispatcher servlet, c'est dispatcher servlet qui va faire ce travail. Qu'est-ce qu'il fait dispatcher? Il va accéder à l'objet request. Il va stocker ici un attribut qu'il appelle modèle. Je ne sais pas comment il l'appelle. Et dans lequel il va stocker le modèle dans lequel vous avez stocké donc les données. Et puis il va faire un forward vers quoi? Vers TeamLeaf. Mais regarde qu'est-ce qu'il va transmettre à TeamLeaf. Il va lui transmettre quoi? L'objet request et l'objet response. Donc c'est TeamLeaf qui va recevoir l'objet request et l'objet response. Et donc, mais cet objet request, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le modèle. Donc ce qui explique quand TeamLeaf, vous voyez, donc TeamLeaf, ça c'est une affaire interne. Donc quand vous écrivez à de la syntaxe, quand vous utilisez $list produit. Alors TeamLeaf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à l'objet request. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver le modèle. Ouf le modèle. Qu'est-ce qu'il va faire TeamLeaf? Il va vers le modèle, il va chercher un attribut qui s'appelle liste produit. Donc vous voyez, il récupère la liste. Il dit que donc c'est cette syntaxe-là qui fait que il va récupérer la liste et TeamLeaf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire for, c'est du Java. Il va faire for pour chaque objet P de cette liste. Et après, vous affichez donc les attributs ID, désignation, prix, quantité. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc le modèle est passé automatiquement. Automatiquement. Donc c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire ici, donc quand vous retournez la vue, qu'est-ce que vous retournez? Vous retournez en réalité le nom de la vue et vous retournez également le modèle. En réalité, dans Spring MVC, le contrôleur, il retourne un objet qui s'appelle modèle AndView. C'est-à-dire un objet modèle AndView qui contient deux informations, le nom de la vue et ce modèle. Donc ça veut dire que ce modèle-là, il est transmis à TeamLeaf. Et par la suite, du moment que TeamLeaf dispose du modèle, tout simplement, à chaque fois que vous mettez $, il va regarder le modèle, ce que vous lui demandez, il le récupère et ça marche. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. Donc c'est intéressant ta question parce que ici, dans Spring MVC, même si vous mettez return view, mais en réalité, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un objet qui s'appelle modèle and view, dans lequel il y a le modèle et le nom de la vue. Bon, ça, il le fait implicitement et c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est le modèle rendu HTML côté serveur. OK? Donc, c'est le modèle rendu HTML côté serveur. Si vous voulez utiliser le rendu HTML côté client, voilà ce qui se passe. Regardez bien. Eh bien, dans le rendu HTML côté client, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez la requête vers le contrôleur. Alors, cette fois-ci, le contrôleur, on ne va pas utiliser contrôleur comme annotation, on va utiliser REST contrôleur. Ça veut dire que notre contrôleur va devenir un web service. Ce contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand j'appelle /produit, donc on va appeler la méthode plutôt à de la liste produit. Qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur? Il va faire appel à find all pour récupérer la liste des produits. Et regardez, cette fois-ci, on va retourner directement là, la liste. On va retourner à dispatcher servlet la liste. Et qu'est-ce qu'il va faire le dispatcher servlet? Il va prendre cette liste-là, il va la convertir en format JSON. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de créer une vue, vous n'avez pas besoin de TeamLeaf, vous n'avez pas besoin de rien côté serveur. Donc, vous retournez juste la liste et là, vous voyez donc, vous avez créé un web service. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un web service. RESTful. Donc, ça, c'est un web service. Donc, maintenant, le client, le browser, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit les données JSON. Alors maintenant, nous avons besoin d'afficher ces données-là au format HTML. Et pour les afficher au format HTML, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un moteur de template, mais cette fois-ci côté client. C'est-à-dire ce qu'on faisait avec TeamLeaf côté serveur, c'est du Java.
Maintenant, on va le faire avec du JavaScript côté client. Donc ici, vous aurez besoin d'utiliser un framework comme Angular, React, Vue.js, etc. Donc c'est des Vue.js. Alors c'est des frameworks qui sont utilisés par les entreprises, c'est du JavaScript, on va les voir. Et avec ces frameworks, on va à peu près faire la même chose. Par exemple, avec Angular, vous allez faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc sauf qu'au lieu d'utiliser th-each, vous allez utiliser for-each, vous allez utiliser ng-for, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire finalement, dans un premier temps, on va faire le rendu HTML côté serveur, mais après on va voir comment le faire côté client. Voilà comment ça marche. Alors maintenant, je vais vous faire une démo. Ça, c'est l'activité pratique sur laquelle vous allez travailler. Donc, je vais créer une application qui permet de gérer des patients. Et cette application-là, il va nous permettre de chercher les patients. On va voir comment faire la pagination. Quand il y a beaucoup de données dans la base de données, on va voir comment gérer la pagination. On va voir également comment supprimer les patients, comment ajouter les patients, comment créer une page template. C'est-à-dire, on va créer une application complète qui permet de gérer des patients. Et à la fin, on va utiliser Spring Security. On va montrer comment faire l'authentification et comment gérer la sécurité dans l'application. Alors, c'est ce que je vais faire ici comme démo. Alors, pour faire ce travail, eh bien, je vais créer un projet avec IntelliJ. Alors, je vais créer un projet, New Project. Alors, comme la dernière fois, maintenant, je vais travailler avec Spring Boot. Donc, je vais choisir Spring Initializer. Je vais l'appeler, par exemple, l'application, on va l'appeler Hospital. Bien, Patient App. Monsieur, Oui, est-ce que Spring Boot utilise Dispatcher Servlet automatiquement? oui, exactement. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, on va le voir sur Spring Boot. D'accord. Donc, je vais créer un projet que j'appelle Hospital App, par exemple. Bon, c'est une application qui va baser sur donc, Java, c'est Maven. Le groupe ID, je vais l'appeler net.usefy. Je vais utiliser Java 21. Next. Alors maintenant, quelles sont les dépendances dont on a besoin? Comme on va utiliser une base de données, donc on va utiliser Spring Data GPA. Donc on va utiliser Spring Data GPA pour gérer les bases de données. Quelle base de données qu'on va utiliser comme la dernière fois dans un premier temps? On va utiliser la base de données H2. Et en même temps, on va utiliser par la suite la base de données MySQL. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va utiliser une base de données H2, mais dans un autre deuxième temps, on va utiliser la base de données MySQL. Donc, je peux les intégrer les deux si vous voulez. Ensuite, j'aurai besoin d'utiliser Lombok. Donc, tout ça pour la partie DAO. Alors maintenant, nous aurons besoin d'utiliser Spring MVC. Alors, pour ajouter Spring MVC, vous aurez besoin de cocher Spring Web. Donc, il y a la dépendance Spring MVC. Donc, automatiquement, vous avez Tomcat, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, vous avez Spring MVC, tout. Et puis, nous aurons besoin d'un moteur de template. Alors, si vous cherchez template, okay, donc les template engines, vous allez trouver, il y a TeamLeaf, FreeMaker, Mustache. Alors, Mustache, c'est très populaire. Pourquoi? Parce que ça fait partie des anciens, on va dire, moteurs de template qui étaient connus. Alors pourquoi il s'appelait Moustache? Parce que ça ressemblait à une moustache, tout simplement. Alors, le moteur de template Moustache, c'est lui qui utilise les doubles accolades comme ça pour faire une expression. Vous voyez, TeamLeaf, il utilise quoi? Il utilise $, comme ça, n'est-ce pas? Comme expression. Et Moustache, lui, il utilise ces expressions-là, donc on les appelait les moustaches ou les doubles moustaches. Donc, c'est un moteur de template. Il se trouve qu'Angular, lui, il utilise les doubles accolades comme ça. Bon, c'est juste histoire. Donc, ici, dans notre cas, on va utiliser TeamLeaf. Alors, on va créer le projet.
new window. Alors, bien sûr, donc ici, donc j'ai 40 minutes, donc j'essaierai d'être un peu concis. Alors, donc une fois que les dépendances sont chargées, alors forcément, on va avoir le package de l'application. Alors, dans le package de l'application, je vais créer des sous-packages. Quels sont les sous-packages que je vais créer? Donc, d'abord, c'est les entités GPA. J'aurai besoin de créer un sous-package pour les repositories, pour la couche DAO. Pour le moment, on ne va pas créer de couche métier, donc on passe directement de la couche web vers la couche DAO. Donc je vais créer la couche web, new package web. Alors, dans entity, je vais créer la classe patient. Donc un patient, c'est une classe. Alors dans notre exemple ici, un patient est défini par ses attributs ID, de type langue, par son nom, par sa date de naissance, je vais utiliser le type date. Il est défini par donc son prénom. Et on peut ajouter d'autres choses. Je vais ajouter un attribut de type int que j'ai appelé score, comme ça. Bon, c'est juste un score qu'on va attribuer à un patient. Alors ça, c'est quelques attributs. Il y a aussi un attribut de type booléen. Comme ça, on va utiliser les différents types. Booléen, par exemple, malade, pour voir est-ce que le patient est malade ou pas. Alors, maintenant, ça, c'est la classe patient. Alors maintenant, pour générer les getters et setters et tout ça, donc j'ai expliqué la dernière fois, on va utiliser Lombok, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser la notation no arg constructor, c'est-à-dire un constructeur sans argument, un constructeur avec argument. Je vais créer les getters. Alors, essayez de suivre, c'est mieux, parce qu'après, vous allez avoir l'enregistrement, vous aurez tout le temps de reprendre. Parce que si vous voulez faire en même temps, si vous ratez des choses, vous allez perdre un peu le fil. Il y a getter, il y a la notation setter. Alors, au lieu d'utiliser parfois getter setter, vous utilisez la notation data. En fait, la notation data, il inclut les getters, les setters, mais il ajoute également la méthode toString, la méthode hashcode, il ajoute beaucoup de choses. Mais sauf que la notation data, il est un peu déprécié parce que parfois, il génère des méthodes hashcode qui parfois peuvent rentrer en conflit dans des situations avec GPA. Donc, si vous voulez, donc, ce qui est plus préférable, c'est de ne pas utiliser la notation data, c'est d'utiliser directement la notation getter, setter. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous utilisez. Si vous voulez utiliser la méthode toString, vous l'ajoutez. Si vous voulez utiliser... on va utiliser un builder. Donc, c'est l'occasion pour vous de voir c'est quoi le pattern builder aussi pour comment créer les objets. Eh bien, ça, c'est Lombok. Alors, maintenant, on va utiliser GPA. Alors, pour GPA, donc, on va utiliser la notation entity. Donc, ça, on l'a expliqué la dernière fois. C'est pour dire que cette classe patient correspond à une table dans la base de données. Si vous voulez spécifier le nom de la table correspondante, vous utilisez la notation table. Par exemple, ici, on peut l'appeler patient avec S. Ça, c'est name. Vous voyez donc la classe patient correspond à la table patient. Alors, si vous ne mettez pas table, par défaut, c'est comme ça. Alors, il nous faut la notation ID, l'identifiant. Dans notre cas ici, on va utiliser generated value. Comme ça, la valeur de ID générée automatiquement avec la stratégie. Alors, quelle stratégie que je vais utiliser? Je vais utiliser la stratégie identity. C'est-à-dire plus 1. Chaque fois, on va incrémenter le ID de 1. Voilà. Alors, pour le moment, on va le laisser comme ça.
Donc ça, c'est l'entité GPA. Et ensuite, on va utiliser Spring Data pour gérer la persistance. Alors pour cela, donc, il suffit de créer une interface que je vais appeler patient. Ça c'est alors patient repository. Alors je la mets dans le package repository. À la fois utiliser Spring Data. Oui. Excusez-moi, la notation builder, c'est à quoi sur... Oui. Alors je vais vous l'expliquer tout à l'heure, d'accord? Je vais vous expliquer à quoi sert la notation builder, comme ça vous allez comprendre mieux quand je vais démarrer l'application. Alors, donc ici, patient repository, je vais hériter de l'interface GPA repository. Donc ça c'est Spring Data, j'ai expliqué la dernière fois. L'entité qu'on va gérer c'est patient. Et le ID, le de quel type c'est long. Parfait. Donc je peux dire que ça y est, la couche DAO, en quelques minutes j'ai terminé. Ben, je vais passer directement au démarrage de l'application. Alors je veux faire un traitement au démarrage de l'application. Alors la dernière fois je vous ai montré une technique. Cette fois-ci il y a une autre façon de faire. Alors si vous voulez exécuter un traitement au démarrage de l'application Spring Boot, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer une méthode qui retourne un objet qui s'appelle command line runner. Ben, je peux l'appeler, la méthode je peux l'appeler start. Au Spring, généralement, la méthode, on va la précéder par la notation bin. Alors, je vais vous expliquer. Généralement, la notation bin Spring Boot, ou bien Spring d'une manière générale, si vous mettez une méthode avec la notation bin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au démarrage, c'est une méthode qu'il va exécuter. Donc, chaque fois que vous voyez une méthode qui est précédée par la notation bin, qu'est-ce qu'il fait Spring? Au démarrage, avec la méthode s'exécute. Et quand la méthode s'exécute, ben, la méthode, il va retourner un objet. Au Spring, il va prendre l'objet, il le considère comme étant un objet Spring et il le place dans le contexte. Donc, c'est une façon de créer. On a déjà vu que si vous voulez créer un objet au démarrage de l'application, soit vous créez une classe qui utilise la notation component, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une façon. Mais une autre façon pour créer les objets, c'est d'utiliser une méthode qui crée ce qu'on appelle un bin. Alors, en tout cas, donc ici, l'objet command line runner. Pour le créer normalement, on peut utiliser new command line runner. C'est une interface. Et vous savez que command line runner contient une méthode qui s'appelle run. C'est-à-dire si vous créez un objet de type command line runner, et bien tout simplement il faut redéfinir la méthode run. Ici, si vous écrivez, il y a un point virgule ici qui manque. Si vous écrivez votre code ici, alors sachez que le code que vous écrivez là, c'est des codes qui vont s'exécuter au démarrage de votre application. Pourquoi? Parce que Spring Boot, il est programmé comme ça. À chaque fois, si vous créez un bin de type command line runner, dès que vous créez un objet command line runner, automatiquement, Spring va faire appel à sa méthode run. Donc c'est-à-dire que Spring, il est programmé comme ça de façon, dès que vous créez un bin de type command line runner, une fois qu'il va le créer, bah, automatiquement, il fait appel à la méthode run, ce qui explique pourquoi la méthode run s'exécute au démarrage. Mais vous savez, au lieu de créer un objet command line runner comme ça et de redéfinir une méthode, alors dans Java, quand vous avez une interface qui contient une seule méthode, c'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle. Au lieu de faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle les expressions lambda, l'écriture lambda. Et d'ailleurs, IntelliJ, voilà ce qu'il vous propose. Si vous cliquez sur ça, il vous dit, est-ce que vous voulez switcher vers l'expression lambda? Vous faites ça, hop, qu'est-ce qu'il vous donne? Ben, c'est la même chose. Soit que vous mettez new command line runner et vous redéfinissez la méthode run, ou tout simplement vous retournez la fonction, n'est-ce pas? Et la fonction run, il reçoit les arguments, et voilà le traitement que vous allez faire. Donc ça veut dire que dorénavant, je vais toujours écrire comme ça, return. Qu'est-ce que je vais écrire? Ben, je vais écrire directement args. Ça. C'est la même chose. Donc soit que vous faites ça, soit que vous faites new command line runner et vous redéfinissez la méthode. Sauf que c'est l'ancienne syntaxe Java, Java 8. Mais à partir de Java 8, quand vous avez
un objet d'une interface qui contient une seule méthode, ce n'est pas la peine d'écrire ça parce que c'est trop verbeux. Au lieu de faire ça, là, on va utiliser l'expression lambda. Et bien, donc, l'expression lambda, donc vous pouvez faire ça directement. C'est plus simple. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on aura besoin d'utiliser l'interface commande plutôt patient repository. Pour cela, il suffit de la déclarer dans la méthode. Ben, si vous la déclarez dans cette méthode, automatiquement, il fait l'injection des dépendances. C'est-à-dire, quand vous déclarez dans la méthode un objet de type patient repository, donc automatiquement, il fait l'injection des dépendances. C'est comme si vous faites ça. C'est comme si vous déclarez un objet de type patient repository et vous utilisez la notation hotwired. Donc ça, c'est de l'injection des dépendances. Maintenant, pour ne pas faire ça, il suffit de déclarer un objet de type patient repository. Ça remplace la même chose. Alors maintenant, on va tester. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser patient repository.save et je vais enregistrer des patients dans la base de données. Alors maintenant, pour créer un patient, j'ai trois façons de faire. La première, regardez, la première c'est d'utiliser patient. Monsieur, Oui. ma question, est-ce que command line runner, elle fait le même rôle de public static void main ou quoi? Non. En réalité, quand vous exécutez l'application, qu'est-ce qui va s'exécuter en premier lieu? C'est main, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Dans Java, c'est toujours la méthode main qui va commencer à s'exécuter. Et la méthode main, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire Spring Application Run. C'est-à-dire, le premier qui va démarrer dans votre application, c'est Spring. Et Spring, une fois qu'il démarre, ben, il va chercher, dès qu'il trouve une méthode qui qui utilise la notation bin, il l'exécute. Donc, ce qui explique qu'une fois que Spring est démarré, ben, toutes les méthodes qui contiennent la notation bin, c'est des méthodes qui sont exécutées au démarrage. Donc, faites attention, parfois ça vous arrive ça, c'est que vous avez créé commande line runner et vous oubliez la notation bin. Vous démarrez votre application et vous allez me dire que, monsieur, ça ne marche pas. J'ai exécuté, je ne vois pas d'erreur. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette méthode-là n'est jamais exécutée. Donc, si vous voulez qu'elle soit exécutée, il faudrait utiliser la notation bin. OK? Alors, maintenant, pour créer un patient, j'ai trois façons de faire. Moi, les trois façons. La première, c'est d'utiliser le constructeur sans paramètres. Je peux utiliser ici patient égale new patient. J'utilise un constructeur sans paramètres. Une fois que j'utilise le constructeur sans paramètres, je dois utiliser quoi? Patient.set, les setters. À quoi est égal set nom? Par exemple, Mohamed. Et après, vous faites patient.set prénom. Alors ici, donc je mets Yousfi. Mohamed. Et vous utilisez patient.set score. Bah, c'est un score, c'est juste une valeur quelconque. Patient.set malade. Je mets false. Et patient.set date de naissance. Je fais new date. New date, c'est la date système. OK? Alors, d'abord, vous venez si vous voulez enregistrer le patient P1. Alors ici, donc, bon, je vais changer ça par P1. P1. Donc, si vous faites save P1, eh bien, ce patient-là va être enregistré dans la base de données. Donc, c'est la première solution. La deuxième solution pour créer les objets, c'est d'utiliser le constructeur avec paramètres. Donc, je fais patient P2, à quoi est égal? Égal new, patient, et je transmets les paramètres. Dans ce cas-là, ici, je vais utiliser le constructeur avec tous les paramètres. Donc, j'ai besoin de connaître l'ordre. Et c'est ça le problème. Je sais que le premier, c'est le ID. Il faut mettre nul. N'est-ce pas? Alors, faites bien attention. Dans ID, j'ai utilisé langue avec L majuscule et non pas L minuscule. Vous devrez savoir que dans Java, L minuscule, ça veut dire que c'est une primitive. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur? Par défaut, c'est 0. Et si vous mettez L majuscule,
Ça veut dire que c'est un objet. Ça veut dire c'est quoi la valeur par défaut? C'est nul. Donc si jamais vous mettez L minuscule et vous arrivez là, vous mettez nul, alors vous allez, regardez ce que vous allez avoir. Nul, il va vous dire que je ne peux pas affecter nul à une variable de type lang. Donc ça, juste il faut faire attention à ça. Donc là, c'est un lang avec L majuscule. Donc, le premier paramètre, c'est le ID, n'est-ce pas? Le deuxième paramètre, c'est le nom. Le troisième paramètre, par exemple, ici, je vais mettre Yassine. Le prénom, Med. L'autre, vous voyez donc ici, donc vous avez le nom, le prénom, la date de naissance, le score malade. La date de naissance, je vais mettre new date. Le score et malade, je vais mettre false. Vous voyez donc, ça c'est la première solution pour créer les objets. Utiliser le constructeur sans paramètres et après vous utilisez les setters. La deuxième solution, P2, c'est en utilisant quel constructeur? C'est noArg constructor. Ok? C'est quoi? C'est all args constructor. Donc c'est ça les annotations. noArg constructor, all arg constructor. Alors maintenant, la troisième solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle builder. Alors builder, c'est un design pattern. Maintenant, pour répondre à la question de votre collègue de tout à l'heure, builder, normalement, c'est un design pattern. Et si vous voulez utiliser le builder, voilà comment on va faire. La troisième solution, c'est d'écrire patient P3 égale, on appelle la classe patient.builder.build. Donc vous voyez donc le pattern builder, comment il marche. Vous appelez builder, le constructeur, pas le builder. Et avant de faire build, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, point. À quoi est égal le nom? Par exemple, Iman. Le prénom, Iman. C'est quoi la date de naissance? C'est la date système. Et c'est quoi l'attribut malade? True. Pas de point virgule. Hein. Quoi d'autre? Je ne suis pas obligé de spécifier tous les attributs. Vous voyez donc, qu'est-ce que vous allez préférer? Utiliser le constructeur avec paramètres ou bien le builder? Alors, généralement, vous allez préférer le builder. Pourquoi? Parce que le constructeur avec paramètres, si vous avez 20 paramètres, il y a beaucoup de paramètres, il faut connaître l'ordre des paramètres, c'est un peu compliqué. Mais le builder, supposons je veux mettre que le nom, je ne mets pas le prénom, je mets que ça, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que je vais créer un patient avec le nom, avec la date de naissance, et je fais build à la fin. Quand je fais build, ça veut dire qu'il va construire l'objet. Et dans ce cas-là, les autres paramètres, qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Les valeurs par défaut. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez 3 façons pour créer les objets, soit en utilisant le constructeur sans paramètres, soit en utilisant le constructeur avec paramètres, soit en utilisant le pattern builder. Alors, en tout cas, head builder, c'est justement ce que nous avons ajouté ici. La notation builder, c'est elle qui nous permet de faire ça. C'est Lombok. Alors maintenant, notre application, il va enregistrer 3 patients. Le premier patient, save, P2. Patient repository.save P3. C'est bien de garder le code comme ça. Généralement, vous voyez ça, c'est un peu lourd. C'est pas? Mais souvent, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Ici, donc, ça, c'est le builder. Et si vous voulez tester, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire find all. On va voir est-ce que tout est enregistré. Find all, normalement, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne une liste.
Et après, on va faire for each. Alors, for each, pour chaque patient P, je vais afficher les informations sur le patient. Je fais par exemple p.toString. La méthode toString, il affiche tous les attributs du patient. Alors maintenant, avant de démarrer, je vais d'abord configurer dans le fichier Application Properties. J'ai besoin de spécifier d'abord le port de l'application. Donc maintenant, je suis en train de demander à Spring, démarre-moi Tomcat avec quel port. Donc je vais utiliser par exemple 8089. Ça, c'est le numéro de port que je veux utiliser. Et puis, je vais lui dire quelle base de données. Donc, en utilisant Spring Data Source URL. Alors, pour le moment, je vais utiliser une base de données H2. Donc, je vais utiliser GDBC H2 mem. Alors, attention, c'est mem et non pas men. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui mettent men. Ils cherchent l'erreur pendant 2 jours, 3 jours. Tout simplement, et après, bon, ça c'est des petits trucs, n'est-ce pas? Alors même s'il va dire memory, parce qu'en fait avec H2 vous avez soit mem, soit file. File, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de données, il va être enregistré dans un fichier. Et mem, ça veut dire in memory, c'est-à-dire la base de données, il va être enregistrée dans la mémoire. Dès qu'on arrête l'application, les données vont disparaître. Donc avec H2, c'est pratique pour tester les applications. Et la base de données, comment il s'appelle? On va l'appeler par exemple patient DB. Et puis nous avons besoin d'utiliser H2 Console pour consulter la base de données. Et pour cela, vous utilisez H2 Console enabled, vous mettez true. Alors pour le moment, c'est ce que vous avez besoin de faire. On va démarrer l'application. Run Java Application. Alors, vous voyez, donc, quand vous démarrez Spring Boot, alors Spring Boot, il fait ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Je n'ai pas l'autoconfiguration. C'est qu'il va regarder le fichier POM XML. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver que vous utilisez Spring Web. Comme ça. C'est une dépendance. Donc, automatiquement, il sait qu'il doit démarrer Tomcat. Il sait qu'il doit déployer Spring MVC. Ça veut dire qu'il va déployer... Ça veut dire quoi déployer Spring MVC? Ben, ça veut dire qu'il va déployer la servlette. Ça veut dire que si vous cherchez dans les messages affichés, vous allez trouver quelque part que Dispatcher Servlet il est déployé. Alors vous voyez donc Tomcat est bien démarré. Vous voyez Tomcat est démarré, il utilise là, c'est quel port? 80-89, c'est ce qu'on a demandé. Et vous avez la configuration, etc., 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 etc. Bon, en tout cas. Et si vous voyez donc ici, du moment que nous avons affiché la liste, donc on voit bien qu'il a exécuté la méthode. Pourquoi? Parce qu'il m'a affiché à la fin, il a fait for each. Pour chaque patient, il a affiché la méthode toString. Donc je vois ici, il y a 3 patients, ils sont là, les patients que j'ai créés. Alors maintenant, je vais regarder la base de données. Alors pour regarder la base de données, ben, je vais utiliser localhost. Le port de Tomcat pour moi, c'est quoi? C'est 8089 / H2 Console. Alors en fait, H2 Console, c'est une interface web qui est développée, regardez, avec Alors, monsieur. Oui. Allô? Oui. Des fois, pour afficher le H2 Console, là, ça nous ramène vers une page d'authentification. Une page de quoi? Une page d'authentification où on Non. demande le login. Alors, s'il y a une page d'authentification, ça veut dire que vous avez ajouté Spring Security à votre application. Oui. Ben, si vous avez Spring Security, c'est normal, il faut d'abord s'authentifier avant de passer. Mais comment trouver ces accès Spring Security quand on ajoute ça? Ben, si tu n'utilises pas Spring Security, et tu vas vers POM XML et tu supprimes la dépendance. OK? OK? D'accord. Alors, si tu mets en commentaire la dépendance de Spring Security, tu fais actualiser, et ben, tu es tranquille. Si tu veux utiliser un mot de passe, au démarrage de l'application, tu vas regarder dans la console, Spring Security, il t'affiche un mot de passe. Oui, oui.
Et après, donc username, tu mets user. Et mot de passe, tu mets ce mot de passe là et ça va passer. Mais à mon avis, bon, si tu n'utilises pas Spring Security, il vaudrait mieux ne pas le déclarer parce que vous laissez Spring Security, on va faire un cours dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître avant de faire ça. D'accord, merci. Alors, donc, voilà. Donc, notre base de données ici, JDBC H2 MEM. Comment il s'appelle? PassionDB. On va se connecter à cette base de données. Et on voit bien que la table patient a été générée. Voilà la structure. Et je vois bien, si je fais run, je vois que les 3 patients ont été enregistrés. Vous avez 1, 2, 3. OK? Alors, ça, c'est la première étape. Je viens de reprendre la même démo que j'ai fait la dernière fois, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais passer à la partie Spring MVC. Donc, pour travailler avec Spring MVC, je vais créer un contrôleur dans mon application ici. Dans Web, je vais créer une classe que je vais appeler Patient Controller. Alors, dans Patient Controller, pour que ce soit un contrôleur Spring MVC, nous avons dit qu'il faut utiliser la notation controller. Notre contrôleur a besoin d'accéder à la base de données. Donc, on va déclarer un objet de type Patient Repository. Pour faire l'injection des dépendances, on va utiliser... Nous avons 2 solutions. Soit vous mettez hotwired, n'est-ce pas? Ou bien on peut faire l'injection via le constructeur. Alors généralement, hotwired, il est deprecated. Donc ce qui fait que, au lieu d'utiliser hotwired, on peut également créer un constructeur, alt entrée. Il suffit de créer un constructeur avec paramètres. Donc c'est de l'injection via le constructeur. Mais dans un premier temps, vous pouvez garder hotwired, comme ça vous le connaissez. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais créer une vue qui va retourner, plutôt une méthode index qui va retourner une vue par défaut. Alors, cette vue-là, donc, cette méthode-là, on va y accéder via getMapping. Par exemple, /index. Alors, ça veut dire quoi? Si vous faites ça, return par exemple patient. Si vous faites ça, ça veut dire que quand vous allez taper http localhost / index, qu'est-ce que ça va me donner? Il va chercher une vue qui s'appelle patient.html. Alors maintenant, où est-ce qu'on va créer patient.html? On va la créer dans le dossier templates. Alors dans ressources, vous avez un dossier templates. Par défaut, on va placer les vues ici. On va créer une page HTML file, qu'on va appeler patient.html. Alors maintenant, donc ça c'est la liste des patients. Et là, on va mettre par exemple le style H3, liste des patients. Bon, on va juste tester. Alors si vous redémarrez votre application, et si vous consultez maintenant, si vous mettez localhost 8089 / quoi? Index. Alors ici, donc vous voyez donc la vue liste patient. Donc votre configuration fonctionne. Mais derrière, si c'est ce qui est un peu la chose à laquelle il faut faire attention avec Spring Boot, parce que Spring Boot il fait l'autoconfiguration. Donc vous oubliez un peu ce qui se passe derrière. Mais ce qui se passe derrière, eh bien, c'est que derrière, il y a ça. Il y a ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a envoyé /index. On passe via quoi? Via dispatcher servlet. Et dispatcher servlet, c'est lui qui va faire appel à cette méthode. La méthode retourne la vue. Et lui, il va faire à quoi? Appel à TeamLeaf. Et TeamLeaf, c'est lui qui va traiter le fichier .html. Il génère le code HTML. Et là, je vois le code HTML. Alors maintenant, moi, je ne veux pas afficher juste ça. Je veux afficher la liste des patients. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je reviens au contrôleur. Cette fois-ci, j'ai besoin d'utiliser le modèle. Vous voyez, donc pour utiliser le modèle, il suffit de déclarer l'objet modèle dans la méthode.
OK? Je vais récupérer la liste des patients. Liste des patients. Alors, patient égale à quoi? C'est patient repository.find all. Donc, on a mis la base de données, j'ai récupéré la liste des patients. Et maintenant, cette liste, il faut la stocker dans le modèle. Et pour la stocker dans le modèle, on va utiliser patient.add_attribute.set. Alors, modèle, pardon. Alors, modèle.add_attribute. Le produit, je vais l'appeler liste patient, comme ça. Et la valeur, c'est quoi? C'est patient. Donc, là, mon contrôleur, il a terminé le travail. Maintenant, il suffit de revenir à la vue, ici, et d'afficher la liste des patients. Alors, ici, pour cela, on va faire quoi? On va créer une table. OK? Bon, je laisse le titre quand même, comme ça. Je vais créer une table, dans laquelle je vais mettre thead, tr, une ligne, avec des colonnes. Donc ici, je vais afficher le ID. Là, je vais mettre le nom, prénom. Je mets la date de naissance, score. Je mets ici malade. Alors maintenant, j'ai besoin de faire une boucle pour afficher la liste des patients. Alors pour cela, j'ai besoin de TeamLeaf. Alors comment déclarer TeamLeaf? Vous allez vers la balise HTML et vous ajoutez xmlns de .th et vous déclarez le namespace de TeamLeaf. Et le namespace de TeamLeaf, c'est http www.timeleaf.org. Comme ça. Et si vous faites ça, vous allez vers votre tableau, votre table, vous ajoutez encore tbody, c'est-à-dire la partie body du tableau. Vous créez un tr, mais ce tr là, je vais le répéter plusieurs fois. Et pour le répéter plusieurs fois, je vais utiliser th de .each. Vous voyez donc, avec IntelliJ, vous pouvez retrouver facilement vos éléments each pour chaque p de points. Et je vais faire $list. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant parce que IntelliJ il vous aide à retrouver ce qu'il y a dans le modèle. C'est liste produit. Donc techniquement parlant, je n'ai liste produit. Ben, c'est le nom de l'attribut que vous avez déclaré dans le modèle. Donc vous voyez donc liste produit. Pour chaque liste, je fais td. Et pour afficher quelque chose entre td et /td, je vais utiliser th text. Et qu'est-ce que je vais afficher? C'est une expression. P. Qu'est-ce qui m'intéresse dans P? L'attribut ID. Ben, le reste, vous le connaissez, donc je fais la même chose pour les autres. Ici, je vais afficher l'attribut nom. Là, j'affiche l'attribut prénom, l'attribut date de naissance, l'attribut score et l'attribut malade. Alors, pour le moment, je suis à chaque fois obligé de redémarrer mon application pour voir les résultats. Mais après, si vous voulez, on peut utiliser un outil qui s'appelle DevTools, qui fait que à chaque fois vous faites des modifications, il recharge rapidement. Mais dans un premier temps, je vous conseille à chaque fois de redémarrer, comme ça vous savez ce que vous faites. Alors maintenant, si je fais actualiser, donc je vois que tout marche bien. Donc j'arrive à afficher la liste des produits. Mais ça, c'est pas très joli parce que, bon, affiché comme ça, ben, maintenant nous avons besoin de Bootstrap, CSS, n'est-ce pas? Alors comment intégrer Bootstrap dans une application Spring Boot? C'est très simple, regardez. On aura besoin de chercher une dépendance qui s'appelle Bootstrap WebJars. WebJars. Bootstrap 5 Maven Dependency. Alors, vous cherchez cette version 5.3.3, vous prenez la dépendance Maven et vous allez l'ajouter au fichier pom.xml. Donc, vous avez besoin de Bootstrap. En fait, cette dépendance-là, vous faites update, load Maven changes. Alors, cette dépendance, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous ramener Bootstrap, il va vous ramener jQuery, donc généralement les choses dont vous avez besoin. Donc,
Vous voyez donc, il est en train de télécharger la dépendance parce que ça, c'est une version que je n'ai pas. Une fois qu'il va télécharger, donc là, c'est OK. Donc, normalement, vous allez voir que dans les librairies de votre projet, vous voyez donc les librairies, tout ça, c'est les jars qui sont dans votre projet. Et parmi ces jars, vous allez trouver, il y a Bootstrap, il y a WebJars. Elle est là. Regardez, WebJars. Et si vous regardez donc bootstrap.jar, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les ressources. Ben, vous voyez donc dans le jar, il y a les fichiers CSS de Bootstrap, n'est-ce pas? Il y a le dossier CSS, il y a JS, il y a tout ce qu'il faut. Alors maintenant, on va les utiliser dans notre page. Comment? Eh bien, c'est très simple. C'est même sympathique parce qu'avec IntelliJ, c'est rapide de retrouver les choses. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vers head, on va déclarer on va faire appel à Bootstrap. On va utiliser link, rel, style sheet. Le type de la feuille de style, c'est text/css. Et après, href. Vous voyez donc href, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et c'est que vous avez WebJars. Et ça, vous mettez /WebJars, /bootstrap, vous avez la version / je fais à chaque fois CTRL espace, CTRL entrée, ok? Et je vais prendre CSS, et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est bootstrap.min.css. Donc vous voyez, donc rapidement j'ai intégré Bootstrap, et je vais l'utiliser en utilisant, je vais dire à table, je vais utiliser quelle classe? Table, par exemple. Je redémarre l'application, et je regarde à nouveau ma page. Alors ici, je vais faire ça. Vous voyez donc c'est beaucoup mieux. Donc ça, j'ai utilisé Bootstrap. Maintenant, je vais profiter d'abord de Bootstrap parce que je vais ajouter quelques éléments. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec Bootstrap, c'est l'occasion. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord un div. Classe égale padding tree. Donc je vais mettre un p-tree, par exemple, padding. Margin, je vais laisser une marge de 2. Et puis à l'intérieur duquel je vais créer un div. Je vais créer une carte. Je vais l'appeler classe égale carte. Alors dans une carte, je vais utiliser div classe égale carte header. C'est le header. Donc ça, je vais mettre liste patient. Et ici, donc, je vais mettre un autre div, classe carte body. Alors, si vous faites ça, donc, qu'est-ce que vous allez ajouter? Eh bien, vous allez ajouter juste quelque chose de sympathique. Vous voyez ici, donc, vous avez une carte liste patient, vous avez ici quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est carte header, et ça, c'est carte body. Alors, maintenant, je vais déplacer ce tableau-là à l'intérieur. Ici. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre cette liste et ce tableau. Bon, je prends juste le tableau. Maintenant, le titre, je vais le supprimer. Je vais prendre table, CTRL X. Et je le mets ici. Et celui-là, donc je vais le supprimer. Alors j'actualise. Et vous avez ça. Ok? Ça, c'est mieux. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai la liste. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un patient. Ben, je vais ajouter ici un bouton qui permet de supprimer un patient. Quelle heure il est? 13 heures. Donc je supprime et on arrête. C'est ajouter, on sait supprimer. Parce qu'après le détail, vous allez le voir. Alors pour ajouter, donc... Merci pour la pagination. Oui, mais si tu veux rester l'après-midi... Alors, si vous regardez la démo Classroom, vous allez trouver tout ce qu'il faut, la pagination, même l'authentification, vous allez trouver toute la démo complète, d'accord? Maintenant, juste, il faut comprendre le principe, ok?
Alors, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais ajouter TD. OK. Je vais ajouter un lien A. Alors, le lien, je vais l'appeler delete. Mais ce lien-là, je vais l'afficher sous forme d'un bouton. Je vais utiliser classe btn danger. Ça, c'est Bootstrap, en rouge. Et après, je vais utiliser, au lieu d'utiliser href, je vais utiliser href. Ça, c'est Teamleaf. Donc, je vais, quand on utilise href, on va utiliser cette syntaxe-là. Je vais faire appel à une action qui s'appelle delete patient. Alors, regardez bien. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle qu'on est 13 heures. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un bouton delete sur chaque ligne. Alors, si je clique sur ça, ben, ça me ramène vers une autre action qui s'appelle delete patient. Mais vous savez, quand j'appelle delete patient, il faut que je transmets un paramètre. Je vais lui dire le ID du patient que je veux supprimer égal à quoi? Égal par exemple 1, n'est-ce pas? Alors, pour faire ça, ben, je vais ajouter ici, entre parenthèses, vous voyez donc avec Teamleaf, entre parenthèses, je vais envoyer le paramètre ID égal à quoi? Égal $. Et bien, c'est quoi le ID? C'est p.id. Donc, je prends p.id, je le mets ici. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez, donc si je clique ici, donc je vois ici ID égale 2. Alors si je clique là, ça va être ID égale à 3, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Dans le contrôleur, je dois ajouter delete patient. Je vais le faire. Alors le contrôleur... Monsieur, Oui. est-ce que c'est pas obligatoire d'ajouter une autre page? Parce que juste, on va mettre une pop-up modale pour confirmer la suppression. Oui. En fait, c'est pas une page, on va voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire la confirmation. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser donc une méthode qui retourne un string, delete. Alors, regardez, delete, normalement, il reçoit un paramètre. Donc, je vais utiliser un paramètre, il s'appelle, comment il s'appelle le paramètre? ID. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, ici, donc, je vais utiliser getMapping. سمية ديال l'URL, c'est /delete patient. C'est comme ça que je l'ai écrit le lien. Et ici, pour lui dire, donc pour dire à Spring MVC d'aller vers la requête, d'utiliser l'objet request, et tu cherches un paramètre qui s'appelle ID, ben, on va utiliser la notation ici. La notation qui s'appelle request param name égale à quoi? Égale ID. C'est comme si vous dites Spring MVC va chercher dans la requête un paramètre qui s'appelle ID. Et tu vas l'affecter à cette variable. Alors, du moment que le paramètre porte le même nom que la variable, vous n'êtes pas obligé. Si vous mettez ça, ça va marcher également. Parce qu'il suppose que automatiquement ID, c'est un paramètre FLIURL qui s'appelle ID. Mais prenez l'habitude de travailler comme ça. Comme ça, ici, donc, je peux l'appeler par exemple ID patient. Alors que FLIURL, ça s'appelle ID. Alors maintenant, je vais supprimer en utilisant patient repository.delete by ID. J'ai déjà supprimé dans la base de données. Maintenant, une fois que je supprime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau revenir vers index. N'est-ce pas? Alors, on a la redirection. Vous voyez donc, une fois que je termine, je vais rediriger, je vais faire la redirection vers /index. Alors, pour faire la redirection, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser return. Donc, avec Spring MVC, il suffit d'écrire redirect /index. Alors, dispatcher servlet, si vous retournez une chaîne qui commence par redirect, il sait qu'il va faire une redirection et non pas un forward. Regardez ce qui va se passer.
Voilà, je clique, hop. Vous voyez donc c'est supprimé, mais en réalité, si vous regardez, ça c'est intéressant à voir. Dans les outils de développement, ici dans Network, si vous cliquez sur le lien ici, regardez ce qui se passe. Vous avez combien de requêtes? 2. La première, delete, vous voyez donc c'est pour supprimer. Et regardez la réponse. Regardez le status code. Status code c'est 302. 302, qu'est-ce que je disais? C'est une redirection. Et vous allez chercher un paramètre qui s'appelle location. Il est là. Location c'est quoi? C'est donc il m'a redirigé vers /index. Donc le browser il a envoyé encore la requête vers /index et ça me donne ça. C'est clair? Je supprime. Alors maintenant votre collègue tout à l'heure il a dit bon, supprimer comme ça c'est dangereux, il faut afficher une confirmation. Alors si vous voulez faire une confirmation rapide, vraiment rapide, vous allez vers la page ici, dans le lien. Alors vous pouvez utiliser onClick. Ok? Alors onClick, et vous mettez tout simplement return. OnClick, vous écrivez JavaScript. Return. On va retourner. Vous savez, pour faire une confirmation avec JavaScript, vous utilisez la fonction confirm. Alors confirm et vous mettez le message. Je n'envoie le message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Au fait, ça c'est du JavaScript. Ça c'est la façon la plus rapide parce qu'on n'a plus le temps. En plus, il y a le chat qui nous appelle. Alors, si vous faites ça, donc vous voyez ici, si je clique, vous voyez donc, je n'ai pas besoin de créer une page, c'est du JavaScript. Il m'affiche, êtes-vous sûr de... Voilà, si je fais annuler, il ne supprime pas. Et si je fais OK, il supprime. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres choses. Alors, la suite, donc sur Classroom, vous allez trouver la démo complète. D'accord? La semaine prochaine, donc on va faire une activité pratique dans laquelle vous allez pratiquer justement cet exemple-là. Et on aura l'occasion de voir la partie pagination, la validation des formulaires et pas mal de choses. Et vous allez voir, vraiment, c'est pas assez compliqué. Bon, on va s'arrêter à ce niveau-là. C'est OK? Merci beaucoup, monsieur. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Slama. Slama, je vois beaucoup de pouces, c'est bien. Alors, restez. La photo j'ai oublié la dernière fois, mais je ne dois pas oublier aujourd'hui. Hein. Les gens qui sont en présentiel, restez. Alors. Et toi, tu te caches pourquoi? C'est bon? Voilà. Parfait. Allez, bon week-end. Bon dimanche.